Stéphanie Bergaud pour Opportunité. Je suis en présence de mon ami Alex Sereno, qui est entre autres un des entrepreneurs derrière Café Barista, aussi un coach olympique, une personne que j'admire énormément. Je suis vraiment contente d'être avec toi. C'est bon, tu veux que tu tombes 20 pièces? Oui, tu peux me le donner. Écoute, Opportunité, c'est spécialisé sur l'entrepreneuriat. On veut que ce soit une belle plateforme pour les entrepreneurs actuels, mais aussi pour ceux qui veulent se lancer. Puis une des choses qui m'a toujours fascinée, intéressée de votre part, de la tienne en particulier, tu t'es beaucoup impliqué. Nous, d'ailleurs, on s'est rencontrés parce que tu venais donner une conférence à l'université, puis où tu nous dépeignais justement ce que c'était l'entrepreneuriat pour toi. Puis ça m'a fascinée. Puis de là, je t'ai rappelé, puis on est devenus amis avec le temps. Est-ce que tu m'expliquerais ce que c'est l'entrepreneuriat pour toi? C'est un sport de haut niveau. C'est ça que c'est. Puis c'est drôle parce que je fais tout le temps l'analogie entre, tu sais, moi, mon bagage, c'est ça. Je suis un entraîneur de haut niveau. Puis, je suis arrivé à l'entrepreneuriat un petit peu pour répondre à un besoin financier. Donc, c'est deux domaines d'excellence. C'est deux domaines qui requièrent beaucoup de travail, puis qui ont beaucoup de choses en commun. La planification, la stratégie, tu fais face à l'échec. L'échec, c'est un outil d'apprentissage. Tu t'en sers après ça pour te nourrir, pour aller de l'avant. Fait que le meilleur comparatif pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment un sport de haut niveau. Puis c'est pour ça que c'est probablement pas non plus fait pour tout le monde. C'est fait pour probablement un certain type de personnes. Ce qui est pas mal non plus, là, je veux dire, sinon, c'est un peu comme tous les autres métiers. Là, on ne peut pas se ramasser non plus à avoir comme juste des ingénieurs. Fait que ça fait comme je pense que ça fait comme un beau ballon aussi dans la société, là. Fait que c'est pas mal ça, l'entrepreneuriat. Clairement. Là, tu as un peu abordé le thème de l'échec, puis c'est quelque chose dont on parle souvent. Là. Il y a comme une espèce de glorification de l'échec actuellement, là, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat, où est-ce qu'on dit, tu sais, c'est nécessaire de tomber, puis de se relever, tout ça. Puis on en avait déjà discuté. Mais par rapport à l'échec, qu'est-ce que tu voudrais me partager sur ce que vous avez fait dans votre parcours, puis pourquoi tu penses que finalement, c'est pas tant... Oui, tu as raison. Tu sais, on ne fait pas exprès pour faire face à l'échec. Puis je pense qu'un bon entrepreneur, il va calculer son niveau de risque. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est un peu ça le lot d'avoir une entreprise, c'est que tu vas risquer. Il faut juste être assez, je pense, smart pour faire des risques qui sont assez calculés. Fait que tu vas leverager, voir jusqu'où est-ce que tu es confortable avec ce risque-là. Ce qui est le fun chez nous, c'est qu'on est deux individus très différents et d'ailleurs très complémentaires. Fait que, tu sais, il y en a un qui a un plus grand niveau de tolérance au risque, puis il y en a un qui peut-être un petit peu moins. Ça fait qu'ensemble, on est capable, tu sais, d'arriver, je pense, à un compromis, ce qui fait en sorte que 14 ans plus tard, on a pris des risques. Tu sais, pas tout ce qu'on a fait a fonctionné, mais on n'a jamais mis l'entreprise dans une situation précaire. Et les échecs que nous avons faits, ont servi comme un outil d'apprentissage pour avancer, puis tu sais, de ne pas répéter un petit peu les mêmes erreurs. C'est pas, tu sais, moi j'ai des amis qui ont un plus gros taux de tolérance au risque que moi, puis moi je me sentirais pas nécessairement à l'aise avec ça. Là. Fait que bref, c'est ça. Mais oui, c'est vrai que c'est très, comment tu dis, c'est très valorisé, glorifié. Ouais. Fait que, puis il faut pas partir en peur non plus, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas juste des échecs, là, non plus. Nous, on n'a pas juste eu des échecs. Au contraire, on a eu beaucoup de petits succès qui ont mené à ce que la marque, elle est aujourd'hui, là. Clairement. Puis, tu sais, dans la glorification de l'échec, je pense qu'il est essentiel, là, comme dans n'importe quoi dans la vie. C'est comme une étape d'apprentissage. Là. Mais, tu sais, de là à essayer d'en collectionner pour apprendre de ça, c'est pas le meilleur fonctionnement, on est d'accord? Oui, tout à fait. Puis, tu disais, ça fait 14 ans déjà que vous êtes en affaires. Moi, je connais beaucoup l'histoire de Barista, mais est-ce que tu nous raconterais? Moi, j'aime bien ce petit... l'histoire du marché aux puces, du conteneur, du ça. Ça, c'est un peu folklorique, mais c'est vrai, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas un mensonge, là. L'entreprise est née dans un marché aux puces en 2004. On a rafistolé une vieille machine espresso. Tu sais, on n'avait vraiment pas beaucoup de moyens. On s'est fait des espèces d'étagères, des espèces de silos à café. Puis on est parti, on a loué une table dans un marché aux puces à Valleyfield. Puis l'idée en arrière de ça, c'était vraiment juste de générer assez de sous pour pouvoir commencer à acheter les premiers cafés verts pour, après ça, aller faire torréfier nos propres cafés. Fait que, tu sais, c'était vraiment difficile, c'était très ardu, là, tu sais. Puis à l'époque, c'est drôle, je dis tout le temps ça, à l'époque, tu avais le droit de fumer dans les bâtisses. Fait que, tu sais, on vivait dans comme un nuage de fumée la fin de semaine. C'était vraiment...
Honnêtement, c'était vraiment atroce. Puis après ça, on a réussi à aller chercher, je pense, un 2-3 000 $. Puis de là, on a commencé à acheter nos cafés verts. Puis c'est là que l'aventure vraiment barista est née, donc le micro-torréfacteur. Mais on n'avait toujours pas de torréfacteur parce qu'on était vraiment une petite entreprise. Fait qu'on était assez chanceux pour avoir un ami qui était prêt à torréfier selon nos paramètres de torréfaction. Puis ça, c'est très rare, là. Donc, lui, il nous permettait d'arriver chez lui avec nos recettes torréfiées selon nos paramètres. Mais c'était quand même très ardu parce qu'on n'avait toujours pas d'entrepôt. Donc, on s'est installé dans le sous-sol chez Enrico. Fait que là, juste pour vous mettre en contexte, un sac de café vert, c'est environ 70 kilos. Fait qu'on allait chercher chaque semaine, 3, 4, 5 sacs au port de Montréal que l'on mettait directement dans... moi, j'avais une Toyota Tercel, Enrico, je pense qu'il y avait une Rabbit. Puis là, on les amenait de peine et de misère chez lui. On les débarquait, on les descendait dans le sous-sol, on les ouvrait, puis là, on faisait nos mélanges dans des bacs de 30 kilos. On les remontait dans l'auto, puis on allait porter les cafés chez le torréfacteur. Puis là, lui, il nous appelait une journée ou deux après. On allait rechercher les bacs de 30 kilos, on les redescendait dans le sous-sol. Puis là, on les mettait dans des sacs d'1 kilo qu'on allait porter chez nos clients. Ouais. Fait que, c'était vraiment un casse d'eau. Hein, Clairement. Puis, vraiment pas bon pour les athlètes. C'est pas très bon pour les athlètes. J'ai encore mal au dos de ça. Puis à un moment donné, il a fallu sortir de là parce que, c'est pas viable. Puis de là, on est parti s'installer dans les petits entrepôts où tu laisses tes meubles. Donc, c'est des petits 10 par 10, comme pas chauffés. Ça, c'est devenu notre premier vrai entrepôt. Puis on n'avait pas vraiment le droit de travailler là-dedans. Fait que nous, on donnait du café à la gérante pour qu'elle elle ferme les yeux et elle nous laisse comme aller, venir comme on voulait. Fait que c'est devenu comme le premier entrepôt barista qui, tranquillement pas vite, est devenu comme 2 espaces, 3 espaces, 4 espaces pour finalement quitter puis aller s'installer ici, là, dans le quartier Chabanel, au 2e étage, mais toujours pas de torréfacteur. Donc, en cours de route, les 2 premières années, c'est une Toyota Tercel qui est devenue une minivan, auquel on a retiré les sièges. Puis c'est devenu des bacs et des bacs de café à torréfier semaine après semaine, jusqu'à temps qu'on ait atteint le seuil critique de clients qui nous permettait de dire, OK, là, on va dépenser l'argent nécessaire pour vraiment s'équiper avec un vrai torréfacteur, pour ne pas en avoir à en acheter 2, 3. En acheter un petit puis un moyen. C'est vraiment un qui allait faire vraiment un bout de temps. Oui. C'est d'ailleurs celui qu'on a encore aujourd'hui, là, qui lui maintenant fonctionne à pleine capacité, là, sur des chiffres, des fois même de fin de semaine, tout ça. Mais on a bien fait attention de bâtir, moi j'appelle ça d'assurer une pérennité financière à l'entreprise. Donc, de ne pas engager des dettes trop rapidement pour rien. Fait qu'on s'est vraiment comme serré la ceinture pour bâtir ce capital-là de clients et puis cet argent-là nécessaire pour que l'entreprise devienne, en anglais, self-sufficient, qu'elle devienne sa propre banque au fil du temps, là. Oui. Fait que, mais écoute, c'était un parcours tellement difficile, là. C'était vraiment... Je l'ai-tu dit que c'était difficile? Oui. OK, good. Oui, non, mais c'est important parce que je trouve actuellement que les images qu'on a d'entrepreneurs à succès, parce que c'est correct de connaître du succès, là, ben oui. Mais je veux dire, en aucun cas, même ceux qui ont de l'air de se la couler douce, là, dans ce qu'on voit, ça a été une marche facile, là. Je veux dire, ils ont tous eu des difficultés, ça a toujours été des choix, pas toujours facile et tout ça. Fait que je trouve ça intéressant, justement, qu'on aborde la portion où est-ce que, bon, mais parfait, aujourd'hui, c'est encore du travail, là. Je veux dire, je te connais super bien, je sais à quel point tu travailles. C'est vrai que la marque, elle est belle, que vous avez beaucoup de clients, que vous avez un gros bassin de fidélité. Puis en plus, là, on va en parler vite fait aussi, mais de cette business-là, tu en as fait naître plusieurs autres pour plein de raisons fonctionnelles pour vous. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles parce que je trouve ça super ingénieux ce que vous avez construit pour développer cette marque-là maintenant. Donc, on a toujours essayé de répondre à nos propres besoins à l'interne. Okay? Donc, l'entreprise, n'ayant pas beaucoup de sous dans ses premières années, voulait faire du marketing. Mais tu sais, pas de sous, pas de marketing, c'est un peu tu tournes en rond un peu, là, c'est la poule avant l'œuf ou l'œuf avant la poule. Fait qu'on a saisi une opportunité, c'est-à-dire qu'on a dit on va prendre le virage numérique. Mais là, tu sais, c'est il y a presque 10 ans de ça. Fait que le numérique, il y a 10 ans, là, c'était très abstrait, c'était très
encore aujourd'hui, ce l'est pour la plupart des PME. Fait qu'on s'est dit, bah, moi, j'avais l'impression que ça allait être le vecteur de communication sur lequel les gens allaient se retrouver dans le futur. Okay? C'était mon feeling, c'est là qu'on va se retrouver pour se jaser. Puis donc, si on se retrouve là en tant que communauté, il va y avoir de la légitimité. Fait que je me suis dit, c'est gratuit, let's go. Fait que, tu sais, on a ouvert une page Facebook, on a commencé à bloguer, un blog il y a 10 ans. Tant bien que mal, là, ne connaissant pas vraiment ça. Le gros avantage, c'est qu'il y a presque 10 ans, il n'y a pas de communauté, fait qu'il n'y a pas vraiment d'impact pour une marque qui n'existe pas vraiment, fait qu'on peut faire des erreurs, ce qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui. On ne pourrait pas se lancer à l'avocat qui pousse, vraiment. Fait que ça a fait naître un deuxième modèle d'affaires, c'est-à-dire une agence de communication. L'agence servait avant tout la marque, puis de fil en aiguille, elle s'est mise à servir les clients de la marque. Puis de là est né un modèle d'affaires différent. C'est-à-dire que, tu sais, on reste des artisans torréfacteurs, on reste des transformateurs. Donc, on est une entreprise B2B, mais avec une approche 2.0. Oui. Fait que, tout intégré. Tout intégré. L'agence, à vrai dire, l'agence n'existe plus. Il y a près de 3 ans, on l'a intégrée verticalement parce que la réalité, c'est qu'on ne voulait plus pas prendre de mandat en dehors de la marque et les clients de la marque. Donc, on a dit, on va mettre tout cet attirail-là à la disposition des clients de la marque, puis de la marque. Fait que c'est devenu juste un super département de com. C'est vraiment ça, mais ça, c'est né d'une initiative qui, tu sais, au début, on aurait pu facilement se planter, là. Puis à vrai dire, on a fait beaucoup d'erreurs aussi en matière de com, là, mais n'ont jamais été vraiment si coûteuses que ça. C'était plus un apprentissage. Fait que est né, 14 ans plus tard, un modèle d'affaires intégré, 2.0, avec des coms. Puis là, c'est une valeur ajoutée incroyable pour une entreprise B2B qui dessert des clients qui ont des besoins en communication marketing, pour qui on est très content d'offrir ces services-là, parce qu'on se dit, tu sais, c'est plus que juste offrir de l'affichage. C'est d'accompagner tes clients dans leur démarche de marketing. Puis, il y a très longtemps, on a compris que c'est un privilège d'habiter chez les gens. T'sais, de nous laisser une étagère, c'est un énorme privilège. Fait qu'on ne peut pas juste prendre ça pour acquis. Fait qu'on a fait les efforts pour faire justice aux gens qui nous laissent habiter chez eux. Puis bien entendu, c'est bon pour les deux partenaires. Parce que si je m'arrange pour que tu découvres chez qui je suis, bien, tu découvres aussi l'autre commerce, puis tu découvres mon commerce. Fait que c'est un joyeux mariage des genres. Là, fait que c'est pas mal ça. Clairement. Il y a une chose qui me revient quand on parle, là, c'est grosso modo, là, ce que tu aimes vraiment faire, c'est de l'accompagnement. Tu sais, Oui. que ce soit dans le coaching, Oui. quand tu amènes des athlètes jusqu'aux Olympiques en triathlon, que ce soit tes clients que tu accompagnes dans tout ce qui est B2B communication, parce qu'il y en a là-dessus qui n'avaient même pas pignon sur rue sur Internet quand ils ont commencé à être avec toi, puis maintenant, ils ont des communautés, ils ont, pour certains, même des web télé, ils ont plein de choses vraiment intéressantes. Puis, plus dernièrement, tu fais de l'accompagnement aussi de nouveaux entrepreneurs ou de start-up. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ce volet-là. Bien, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je fais beaucoup de PR, là, puis je fais beaucoup de réseautage depuis toujours. Puis maintenant, mon réseautage est virtuel. J'ai une belle communauté, ce qui est vraiment le fun. Ça a toujours attiré dans les dernières années des start-up, des jeunes entrepreneurs. Puis, je pense aussi que je me mets dans une situation où je vais attirer ça parce que j'aime aller donner des présentations dans les écoles, autant au secondaire qu'au collégial qu'à l'université, pour 2 raisons. Parce que, c'est la meilleure source de talent scouting qui n'existe pas. Fait que je vais toujours tomber sur du talent neuf qui pourrait éventuellement venir amener un plus-value à la marque. Puis d'ailleurs, c'est un petit peu ça, tranquillement pas vite, notre équipe s'est énormément rajeunie avec du talent. Talent qu'on a trouvé par l'entremise de cet exercice-là. Puis, fait que ça fait ça. Puis la deuxième chose, bien, ça veut pas, ça attire une jeune clientèle qui potentiellement voudrait devenir entrepreneur. Puis là, ils disent, bien, j'aimerais ça avoir des conseils. Puis moi, je refuse jamais un entrepreneur dégourdi parce que moi, ça m'a manqué ça de façon, tu sais, ça aurait tellement été utile, ça, à mes débuts, là, d'avoir un mentor, quelqu'un qui s'y connaît beaucoup, qui a passé à travers les étapes, tu sais, qui nous donne des outils, là. Fait que je me dis, c'est ma façon de redonner. Fait que c'est bon pour moi, puis c'est bon pour l'entrepreneur qui veut venir, qui pense ou qui juge que je serais un bon mentor pour lui, là, ou ont des bons mentors. Oui.
Ben, écoute, je vais terminer là-dessus, là, Ouais. mais je fais partie des privilégiés que tu as accepté de mentorer il y a de nombreuses années. Puis de ça, on est devenus très amis. Ouais. Là, puis j'en suis grandement choyée. Je te remercie d'avoir accepté de faire cette entrevue-là. Puis tu vas permettre à des gens qui rêvent d'entrepreneuriat de comprendre la réalité, mais aussi d'oser le faire. Absolument. Merci.